Monsieur Mamles Camara, vous avez dirigé jusqu'ici le comité de pilotage, un atelier sur la labellisation de la presse en ligne. Quelles sont les premières indications que vous pouvez donner? Mais je pense que c'est des travaux qui se sont très bien déroulés. Tout d'abord parce que l'organisation était bonne et ensuite la qualité de la ressource humaine était indiscutable. De manière que les travaux se sont déroulés sur deux plans. D'une part, définir la labellisation, qui est un mot relativement nouveau dans le vocabulaire des médias. Mais il est vrai que la presse en ligne apporte beaucoup de choses nouvelles dans la presse au Sénégal. D'autre part, une fois cette labellisation définie, il faut trouver des moyens de mise en œuvre des principes qui sont définis et l'autre atelier s'en chargeait, celui qui réfléchissait sur la mise en place, l'élaboration d'un cahier des charges. Et je crois que les deux travaux se sont assez harmonieusement emboîtés, de sorte que ce qui reste, c'est peut-être dans une ultime session à arrondir les angles et à procéder au dernier réglage. Est-ce que nous pouvons avoir quelques idées par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui? Concernant la labellisation, par exemple, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à l'ensemble des intervenants sur la toile, qu'ils aient ou non la prétention de produire des informations, mais d'en faire un principe de sélection pour ceux qui voudraient faire la même chose, travailler dans la même direction selon les mêmes critères et surtout intégrer dans leur travail le respect d'un certain nombre de choses définies déjà dans les codes de déontologie, mais que cela, en aucun cas, ne soit une entrave à l'expansion d'une activité qui se déroule dans un monde qui reste encore nouveau, qui est celui d'Internet. Donc, la labellisation, c'est-à-dire l'acceptation par différents intervenants d'un certain nombre de critères qui sont des critères de qualité, des critères de respect de la vie humaine, de la vie de chaque individu, de sa privauté, de son intimité, qui sont également des critères de rigueur dans le traitement de l'information, du respect du travail des autres, pas de plagiat systématique, coupé-collé comme on le voit sur certains sites, et que aussi ce travail se professionnalise de plus en plus, tant du point de vue des personnes qui y interviennent que du point de vue du matériel qui est employé. La qualité du son, la qualité de l'image, tout cela sont autant de choses qui sont constitutives d'une grande rigueur. Et c'est cela, il me semble, qu'il faut pour rompre avec l'image de la presse en ligne, qui serait une presse investie par des animateurs, par des informateurs pressés, par des gens qui seraient plus ou moins exclus d'une certaine presse traditionnelle, classique. Donc la labellisation, c'est cela. Maintenant, quant au le cahier des charges, c'est dans la pratique comment les choses se passent. S'il y a une nécessité de tenir un tel atelier, c'est qu'auparavant, le travail de la presse en ligne n'était pas exempt de reproches. Ah, c'était plein de reproches. Beaucoup de gens qui interviennent dans la presse de façon classique, des gens comme moi qui n'étaient pas nécessairement des gens qui avaient des compétences dans la presse en ligne, ont été interpellés par des acteurs qui intervenaient dans d'autres secteurs, que ce soit des politiques, des entrepreneurs, etc., et qui se plaignaient du caractère un peu insaisissable de cette presse qui intervient et qui vous frappe au moment où vous attendiez le moins et qui même constituerait, selon les dires de certains, des dangers à la stabilité nationale. J'ai personnellement été invité par des responsables ivoiriens, notamment l'ONUCI et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et c'était pour, en prévision des élections, avoir des entretiens avec les journalistes sur la manière de couvrir des élections, comme on le fait au Sénégal. Mais ce qui les préoccupait le plus, c'était cette presse, qui était la presse la plus virulente, peut-être parce que la moins facile, la plus difficile
à identifier. Et cette presse était la presse des sécessionnistes, des presses de ceux qui charismatiquement lançaient des appels au meurtre. Et pour eux, la presse en ligne, c'était ça, alors qu'il n'en était rien. Il y avait une autre presse en ligne plus responsable, plus soucieuse de donner des informations et plus soucieuse de préserver l'unité nationale de la Côte d'Ivoire. Et au Sénégal, même si on n'en était pas arrivé à ce point-là, beaucoup de gens se plaignent des libertés que prennent les gens de la presse en ligne. Avant dernière question, l'atelier est terminé. Quelle est l'étape suivante logique? L'étape logique, c'est le cahier des charges. Par exemple, on en a énoncé les grandes lignes, mais on n'a pas fait un travail systématique de rédaction et d'élaboration de la presse en ligne, des cahiers des charges. Il me semble également qu'il y a des choses à compléter concernant la labellisation. Tout à l'heure dans les débats, la question de l'ISSN est apparue. Est-ce qu'il faut l'adopter comme une sorte de prérequis avant d'arriver à la question de la labellisation? Je crois que, puisqu'on a 2 semaines pour déposer le rapport définitif, on le fera sûrement avant cette date-là, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a été ajouté au rapport général et qui peut être d'une utilité attestée et entérinée par l'Assemblée générale, tout cela sera pris en compte. Dernière question, le journaliste peut-il aller en prison quand la faute n'est pas détachable de l'exercice de ses fonctions? Quand il fait une faute dans l'exercice de sa profession? Non, si la faute est une faute quasi fonctionnelle qui découle du fait qu'il pratique un métier qui doit se faire à toute allure très souvent, je ne pense pas que le journaliste le fasse exprès de créer les conditions pour aller en prison. Deuxièmement, il ne faut pas que l'emprisonnement du journaliste soit une sorte de menace dressée en face de lui et qui l'empêcherait de faire son travail. De sorte que la menace de la faute serait également une entrave au droit du public à l'information. Donc, de manière générale, on ne doit pas emprisonner un journaliste pour une faute commise dans l'exercice de sa fonction, commise de façon involontaire. Mais il faut également envisager la question autrement lorsque le journaliste abuse de sa posture pour délibérément porter le pauvre à des gens.